les incertitudes et les problèmes d'estime de toi que tu as en tant qu'artiste quand tu es très jeune, elles vont t'accompagner jusqu'à la mort. C'est l'expérience positive passée qui te fait te dire « Allez, je tente un tout petit saut dans le vide un peu plus ». Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et dans ce podcast, j'ai la responsabilité de poser les meilleures questions du monde à mes invités pour qu'ils puissent vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez ouvertement, publiquement, mais je voulais vous confier ça aujourd'hui. J'ai eu une période ces dernières semaines où j'avais moins envie d'être sur les réseaux. J'ai donc pris une grosse pause, notamment sur Instagram, où j'avais tendance à publier très régulièrement, et où forcément, les gens avaient aussi une forme d'attente envers mon travail. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'impression que parfois, en tant que créateur, cette attente-là, elle peut aussi avoir des effets néfastes sur nous et nos créations. Ces injonctions extérieures, elles nous poussent à être prolixes et à publier régulièrement, parfois plus que ce qui est notre rythme de création normal. Et ça peut finir par desservir notre travail en nous incitant à être un peu sur un faux rythme. Pour ce 30e et dernier épisode de la saison 3 d'Inspiration Créative, j'ai donc voulu aller à la rencontre de Pénélope Bagieux, qui est une créatrice que j'admire énormément sur ce point. Pénélope, c'est un exemple incroyable de quelqu'un qui accepte avec joie d'être parfois dans un tempo créatif plus lent. Elle est dessinatrice et elle a compris au fil des années que pour produire ses meilleurs BD, elle avait besoin d'écouter avant tout son propre rythme de création. Pénélope, c'est la géniale et pétillante dessinatrice derrière Cadavrexki, Sacrée Sorcière, l'adaptation de Roald Dahl en bande dessinée, ou encore Culotté, qui a reçu le prix Eisner de la bande dessinée. Pendant cet épisode, on a parlé de sujets passionnants, comme par exemple comment avancer dans son parcours grâce à des petits coups d'éclat répétés, mais aussi de la gestion des doutes et des angoisses pour arriver à créer quand même, ou encore l'importance de ne pas se définir seulement par ce qu'on est publiquement. C'est un épisode incroyable pour terminer cette saison 3 d'Inspiration Créative. Je suis comblé de bonheur et j'espère que vous allez l'adorer comme moi. Alors merci du fond du cœur Pénélope d'être venue sur cette saison et je vous laisse maintenant en sa compagnie pour que vous puissiez apprendre un maximum à ses côtés. Bonne écoute à vous et à très bientôt pour la 4e saison qui se prépare déjà en coulisses. Ciao les amis! Je suis super content de t'accueillir et je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que j'imagine que c'est assez chargé tout le temps ou souvent et ça fait plaisir de t'avoir là. Tu m'as eu avec la cabane en fait. Voilà. La promesse de cabane. Trop cool. Mais d'ailleurs, tu nous as fait un très beau dessin. Oui, bon. Un mélange, mais... un mélange de relief. Tu es la première, donc bravo. Merci. Comment ça se passe pour toi en ce moment ? Tes journées, ça ressemble à quoi ? Tu dessines beaucoup ? En ce moment, je suis dans une étape intermédiaire entre je fais absolument rien, ce que je faisais depuis un an. Ouais. Comme toujours après un livre, je fais rien pendant un long moment. Ouais. Et je redémarre là. C'est-à-dire que je suis vraiment à la période un peu mi-figue, mi-raisin. Je suis pas encore dans ma phase où je vais m'enfermer dans la caverne et parler à personne pendant 2 ans. Alors, j'ai l'impression que le timing est assez bien pour moi, là. Si jamais je m'enferme dans ma caverne dans les semaines qui viennent, je crois que ça va plutôt tomber à pic. Ouais. C'est peut-être une des rares personnes qui est contente de ça. Mais... Je ne suis pas contente pour autant, mais voilà. Mais là, ça commence à un petit peu éclore, donc c'est assez satisfaisant. Ok. Donc, je travaille une. Tu commences à rassembler les petites briques et puis surtout, tu sais, en général, j'ai une phase où je teste... la solidité d'une idée, en voyant si je m'en lasse pas toute seule dans ma tête au bout de quelques semaines. Et là, ça résiste, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être pas mal, en fait. Peut-être une idée de truc. Je trouve ça trop sympa qu'on fasse l'interview à ce moment-là, parce que je suis hyper curieux de savoir aussi comment ça vient. Et sans forcément parler de l'idée concrète, si tu as envie d'en parler, t'en parles, mais il n'y a aucune obligation. Quand là, tu te dis, ok, je me mets là-dedans, c'est un truc qui a mariné dans ta tête plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des trucs qui sont venus de plusieurs choses, qu'on connectait. Comment t'arrives à un moment où tu te dis, ok, ça c'est un projet que je peux creuser ? Vraiment que à voir s'il a survécu. C'est la seule chose des débuts d'idées qui en fait en sont pas vraiment. J'en ai tout le temps et je tire pas sur le fil, pas du tout. J'attends je les laisse plein de petites pousses partout. Elles vivent leur vie et en fait naturellement 99% meurent. Ça. Quand j'y repense, je me dis c'est naze en fait, c'est vraiment chiant. C'est pas du tout, ça va m'emmerder au bout de 2 semaines en fait, c'est nul. Et quand il y en a une qui tient la route, qui passe l'hiver quoi. Je me dis, continue à penser vachement à ça quand même, c'est un peu... Et après, quand je commence, mine de rien, de manière pas du tout pro, mais en parler un peu aux gens autour de moi, genre, t'avais lu ce papier sur tel truc, et que j'en parle vraiment tout le temps, je me dis, ça sent le début d'obsession. Et en général, c'est que... Voilà. Sauf accident, typiquement, par exemple, Sacrée Sorcière, ma BD précédente, c'était une proposition qu'on m'a faite, donc ça s'est pas du tout fait comme ça, c'est la seule fois. C'est rare ça, c'est marrant. Ouais. Ok. Et donc là, c'était plutôt, tu dis oui, tu dis non, allez, go, quoi. Ouais. Ce qui est hyper cool aussi. Hein. Ouais. Mais
Sinon, en général, c'est pour ça qu'il y a vachement de temps entre le moment où je finis une promo d'un livre et le moment où j'en commence un autre. Déjà, c'est parce que je suis vide et que j'en peux plus. Et que... C'est hyper bon signe aussi, hein. Ça veut dire que tu as tout donné C'est ça. à la fois dans la sortie de la précédente et puis la promo, quoi. Ouais, et puis que de toute façon, tu es vraiment vide et tu es un petit truc sec, quoi. Il n'y a plus rien. Tu as vraiment pressé. Tu as fait ton livre. Après, tu as parlé de ton livre, ce qui est quand même une expérience. Il peut y avoir pas mal de vacuité là-dedans. Et quand vraiment, c'est fini, tu es en pilote automatique, tu n'as plus rien à dire, tu es devenu complètement inintéressant. C'est pas du tout le moment de commencer un livre, en fait. C'est sûr que tu vas faire un truc nul. Enfin, moi, il y a des gens qui enchaînent et je suis super admirative, mais moi, il faut que vraiment l'éponge est sèche, quoi. Il faut la remettre dans l'eau pendant longtemps et que ça regonfle un peu, quoi. Et je trouve ça trop intéressant de parler aussi de cette période un peu d'entre-deux. Comment tu fais pour regonfler ton éponge? Est-ce que il y a des expériences que tu vis, des choses que tu as besoin de réalimenter, des inspirations que tu vas rechercher, ou c'est juste normalement, voir off? des gens et faire des trucs, quoi. C'est pour ça que cette année, elle était un peu étrange, parce que c'était une année qui était vouée à ça, à voir un max de gens, voir des films, lire plein de trucs, entendre malgré moi des conversations à la table d'à côté, enfin, tous ces trucs qui n'ont pas vraiment lieu, quoi. Ouais. Donc c'est un remplissage plus lent et un peu bancal. Mais normalement, c'est en faisant rien que ça remplit. Et c'est assez dur d'aller contre l'angoisse et l'autoflagellation de rien faire. Enfin, rien au sens professionnel, et de se dire « Putain, ça fait 3 mois que tu bosses pas, t'es vraiment qu'une merde et tout. » Et moi, j'ai vachement tendance à faire ça. Et avec le temps et la répétition de cette expérience, je me suis dit « Quand même, t'as remarqué qu'il faut absolument toujours passer par cette phase-là. Donc arrête de te dire que t'es qu'une merde. En fait, vraiment, vis-le à fond, ne fais rien. » Et en fait, c'est pas vrai que tu fais rien. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience de faire rien, mais t'es vite débordé quand tu fais rien, parce que tu dis tu sais que j'arrête pas, parce que lundi j'ai quoi faire, après mardi j'ai rendez-vous avec une pote pour déjeuner, ça s'enchaîne, bref. Et du coup, en fait, quand tu fais rien, tu fais des trucs, tu lis vachement, tu regardes une tonne de séries, tu te remplis un peu, quoi. Mais... C'est clair. Et en fait, je résonne tellement avec ce que tu dis, parce que on a un peu cette tu sais, dans la société, on a l'impression qu'il faut toujours être busy, rempli, faire plein de choses, être productif. Et plus, moi je me considère comme apprenti créateur, tu vois, je creuse des vidéos, un peu de podcasts, des trucs. J'essaie de développer des choses et surtout de faire et d'avancer. Mais je me rends compte que cette période d'oisiveté, elle est hyper importante pour créer et pour ensuite arriver à faire des choses, quoi. T'as besoin de ça aussi, quoi. T'as besoin de ce moment où t'as du temps de repos, du temps calme, du temps d'incubation. Après, il faut pouvoir le faire matériellement. C'est souvent 90% du problème, c'est que tout le monde ne peut pas dire « je crois que j'ai besoin de rien faire pendant 6 mois ». Parce qu'en fait, potentiellement, on a tous besoin de rien faire 6 mois, mais la majorité des gens n'ont jamais l'occasion de le faire. Moi, je pense que pour que ce soit bénéfique... Peut-être je fais une pause. Ouais, coupe, t'inquiète, je couperai au montage après. Mais juste qu'on prévienne. Non, mais on va les laisser passer avec leur chariot minier. Je sais pas ce que c'est qui Facebook. Trop bon. Vas-y, t'inquiète, je couperai après. Okay. Pour que ce soit efficace, cette période-là, en fait, il faut quand même réussir à aller au bout. C'est-à-dire, si jamais tu le fais à moitié, en passant tes journées à dire « putain, je fais rien ». Cette culpabilité derrière. En fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout en train de vraiment rien faire, tu es en train de te détester de rien faire. Donc ça paraît assez con de dire ça, mais il faut vraiment le vivre pleinement, quoi. Et, lâcher prise complet et dire... Et ne pas faire tout le temps des promesses aux gens en disant « non, mais là, j'ai fait une semaine off, mais tu vas voir, la semaine prochaine, je m'y mets à fond ». Ce que je fais tout le temps. En fait, il faut se dire « non, vraiment, c'est assumé ». Mais c'est presque socialement difficile quand les gens te disent « et toi, tu bosses sur quoi en ce moment ?» C'est très, très dur d'apprendre à dire « bah rien, je fais rien ». Et les gens disent « ouais, mais je te connais, quand tu dis ça, c'est que tu fais plein de trucs ». Et tu dis « non, je fais rien, vraiment, quoi ». Et il y a toujours un petit silence gêné, genre « ah, ok ». Et les gens savent pas si c'est inquiétant ou pas. Et en fait, enfin, je peux parler que de mon expérience, mais moi, c'est vraiment une des phases super normale et pas du tout inquiétante. Il y a une phase où je fais rien. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas possible d'être dans une phase où tu fais rien. Donc, on met un autre mot dessus. On dit, je suis dans une phase de maturation de mon idée. Mais concrètement, ça veut dire broder, en fait, parce que je fais de la broderie, tu vois. C'est comme ça que je fais maturer mes idées. Donc, on pourrait dire que je fais rien. Tu dois être aussi un peu soulagé. Tu parlais un peu du temps où, maintenant, tu pouvais te permettre ce temps de maturation. Et c'est vrai que peut-être par rapport à avant, les premières années, les premières BD, tu avais peut-être moins cette capacité à te permettre, je sais pas, même financièrement, parce que c'est les premières, parce qu'il y a moins de succès, il y a moins encore de... Qu'est-ce qui se passe derrière après la production d'une BD? Et tu arrivais quand même à trouver aussi ce moment d'oisiveté dans tes premiers temps, un peu plus... Même si c'était plus en fait, compliqué. Il y a autre chose qui donne le même effet que l'oisiveté chez moi, c'est le travail que j'aime pas. D'accord. Ça me fait exactement la même chose. C'est-à-dire, les moments où j'ai les meilleures idées, c'est quand je suis obligée de finir un truc qui me fait chier. Et avec le temps, en devenant de plus en plus une vieille ronchonne qui aime rien,
la colonne dans laquelle je mets les trucs qui me font chier est vraiment devenue très vaste. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est juste quelque chose qui vient pas de moi à la base. Ouais. Même si j'accepte un truc qui, sur le coup, m'enthousiasme à fond, je me dis carrément, mais te faire un dessin pour tel truc, génial. À partir du moment où je commence à le faire, je me dis, oh là là, j'ai pas envie, en fait. C'est fou comme j'ai envie de faire mes trucs à moi. Mais passer par une phase où je suis contrainte de faire autre chose, ça me donne hâte d'avoir fini ça pour commencer mes propres projets. Et en fait, ça fait le même effet. C'est-à-dire, ça me donne envie de bosser. Et pendant hyper longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, je faisais d'autres choses en plus de mes livres. Et souvent, très vite, j'en avais marre. Et du coup, c'était parfait parce que je me disais, oh, dans un monde idéal, je pourrais juste faire mes livres toute la journée, ce serait génial. Et du coup, j'avais hâte, tu sais, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et quand tu as enfin terminé ton boulot de commande et que tu fais, et là, je me suis pris 3 semaines, je vais faire que mon livre. Mais tu es à fond et tu bosses comme une reine parce que tu avais tellement la dalle de faire ce qui te plaît que cette frustration, elle était hyper bénéfique pour moi et très fertile, quoi. Et maintenant, j'ai remplacé ça en diluant beaucoup plus par faire rien ou continuer à faire des trucs qui, toujours, m'emmerdent une fois que je les commence. Et c'est incroyable, il y a vraiment une... T'arrives pas à les identifier en mode ou alors presque je vais les faire parce que je sais que ça va me donner des bonnes idées. Parce que quand on m'en parle, ça a l'air super parce que j'ai envie. C'est vraiment aussi connaître la différence, en tout cas quand tu fais un métier de geste, entre l'idée qui a l'air super et le moment où tu t'y mets, quoi, où tu commences à dessiner le premier trait et tu fais chiant. Et ça, moi, c'est quand même quasiment tout ce que je fais qui vient pas de moi. Ouais. Et pourtant, je continue à dire oui au truc. Donc, fascinant pour un psy, je sais pas. Après, je suis pas psy. Voilà. Mais je trouve qu'il y a effectivement l'idée et la réalité, quoi. Tu vois, si je prends cette cabane, pour te raconter la petite anecdote, le pitch de départ, c'était on va faire en sorte que chaque invité, quand il arrive, fait sa propre cabane. Comme ça, il fait un truc stylé et puis on fait un concours de cabane à la fin, c'est trop cool, tu vois. Et en fait, vendredi, je suis venu au studio pour préparer tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que, laisse tomber, quoi. Il faudrait plein de matériaux différents, plein de trucs et tout. Et on avait quand même des matériaux différents, mais injouable en 20 minutes de faire une vraie cabane, sauf si c'est vraiment les cabanes sous la table quand t'étais petit. T'as toute ma gratitude d'avoir abandonné cette idée. J'ai vraiment détesté commencer. J'ai eu peur de ce moment malaise, tu vois, en mode genre, allez, Pénélope, fais une cabane. Ça m'aurait fait trop chier, je te dis. C'est cool. C'est cool. Il y a un truc que je trouve vraiment intéressant dans ton parcours, c'est que t'es une preuve vivante de la progression successive vers de plus en plus de choses que t'aimes, tu vois. Et j'ai l'impression dans ce que j'ai pu creuser, découvrir sur ton parcours, qu'il y a eu ces passages agence de pub, ton blog qui a commencé à se développer en parallèle, puis tes premières publications en bande dessinée, etc. Et je trouve que progressivement, ça s'est fait de plus en plus, mais c'est pas un truc du jour au lendemain, quoi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment important, je trouve, dans la création à aborder, c'est qu'en fait, il y a un temps de transition qui peut être doux, et c'est le temps long, quoi. Et c'est beau aussi. Ouais, puis il y a aussi le fait que c'est l'expérience positive passée qui te fait te dire « Allez, je tente un tout petit saut dans le vide un peu plus. Parce qu'en fait, tu tentes un truc, t'attends les retombées en disant « Non, c'est bon, ok, ça passe, cool, ok, d'accord. » Et tu notes que tu peux aller un peu plus loin, tu peux t'éloigner un tout petit peu plus derrière la clôture, quoi. Et en fait, tu peux pas le faire d'un coup. Enfin, moi, j'aurais jamais la confiance en moi. Dès le début, j'admire les gens que je vois avoir vraiment déjà un truc en main très clair en étant hyper jeune, parce que moi, chaque livre que je fais me rapproche un peu plus du livre que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je ferai probablement à 80 ans, en fait. C'est cool, ça. Ouais, parce que c'est qu'une somme de petites tentatives et de tout petits pas vers quelque chose que déjà, moi, j'arrive mieux à définir, à me dire, ça, j'ai remarqué qu'en fait, ça m'emmerde. Typiquement, les projets où je suis pas seule. Tu vois, ça, c'est un truc, énorme étape dans ma vie, avoir enfin compris que j'ai envie de travailler seule. Ça paraît rien, mais tu vois, il m'a fallu 10 ans. Bon. Et petit à petit, comme ça, te dire ça non, t'affines, c'est cool. Mais il faut aussi en face te dire ça passe. C'est-à-dire, on ne me le rejette pas au visage en me disant c'est de la merde. Et moi, je ne peux pas le faire d'un coup. Donc, mais je renie rien du tout d'avant. Je vois toutes les imperfections et aussi les trucs où je me souviens que je m'emmerdais avec des trucs qui n'étaient pas nécessaires. Tu penses à quoi ? Tout ce que j'ai fait avant. Tout ce que j'ai fait avant, je peux te dire, ouais, ça, j'aurais pu en fait beaucoup moins m'emmerder à faire tel truc parce que c'était vraiment moi qui me mettais des pressions toute seule. Ou par exemple, de pas me lancer sur... tu vois, un exemple hyper clair, quand on m'a proposé justement de faire Sacrée Sorcière, j'étais ultra excitée évidemment parce que j'adore ce roman. Mais un des premiers trucs que je me suis dit, c'est ah, mais attends, il y a énormément de scènes avec des grosses perspectives et des décors compliqués. Comment je vais faire pour pouvoir les contourner, quoi. Parce que je ne sais pas vraiment dessiner ça. Et en fait, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais dit, c'est hyper gentil, mais reproposez-moi beaucoup plus tard parce que je pense que je ne suis pas du tout à la hauteur. Et te dire, en fait, il va bien falloir que j'y arrive. Donc,
On verra. Franchement, on verra. Go. Et puis, quand on arrivera à page 147 à ce moment-là, oui, ça sera un peu chiant. Mais en fait, ça va aller. Et ça, peut-être que des gens y arrivent jeunes, mais moi, à 25 ans, j'aurais dit non à un projet pareil. Ça m'aurait tellement intimidée. Je me serais dit qu'eux-mêmes allaient être déçus de m'avoir proposé, qu'ils allaient vouloir récupérer l'argent à la fin, que, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, Il y a un mélange de syndrome de l'imposteur, qui ça est pour toute la vie, on peut rien y faire, en fait. Et en même temps, d'impression que t'es un bébé, que t'as pas les clés vraiment du métier, que toi, t'es pas exactement comme les autres ils savent, toi, tu te démerdes, tu vois. En fait, c'est une expérience commune à tous les gens qui sont créatifs. L'impression que les autres, ils ont un truc super carré, et que c'est pour tout le monde pareil, sauf toi, en fait. Que toi, t'es le seul à galérer. Et au bout d'un moment, tu mets en commun ton expérience avec les autres, tu te rends compte que tout le monde a cette impression, déjà. On a tous l'impression de galérer, et puis que faut pas du tout que ça t'empêche de faire des trucs, surtout. Tu doutes beaucoup, toi, quand tu dessines, quand t'es dans... Quand je dessine, je pense à rien du tout. Ok. Quand tu Vraiment. prépares un projet, il y a des moments où t'es dans le dur un peu? Peut-être le fait que je fasse autant le tri avant de commencer à travailler vraiment sur un livre. Je pense à voix haute, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais le fait que quand je me lance, ce soit parce que... En fait, je calcule pas trop ça en idée de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être dur, mais plutôt est-ce que je vais pas en avoir marre. Moi, vraiment, c'est un peu ça mon souci numéro 1. C'est... j'ai une capacité d'attention très courte. Tu disais que tu t'ennuyais beaucoup. Ouais, et du coup, mes propres projets peuvent me faire chier super vite. et ça, c'est vraiment un travail très malheureux. Pour le coup, être obligé de finir. Et quand on dit finir une BD, ça veut dire cool, plus qu'1 an et demi à bosser dessus, tu vois. Donc, c'est quand même... Si en cours de route, je me rends compte que je me suis trompée parce qu'en fait, ça me fait chier, ça va être une expérience très douloureuse. Ça m'est arrivé. Finir un truc, c'est chiant. Alors que quand t'es lancé dans une espèce de transe où tu vois pas du tout le temps passer parce que c'est fastidieux, c'est du boulot, t'as mal au dos, tu pèses, t'en as marre et tout, mais en fait, c'est quand même génial à faire. Là, ça passe très vite et du coup, je me demande pas si ça va être dur ou pas. Ce qui est dur en BD, c'est de toute façon le fait que ce soit long, en fait. Parce que le reste, les dessinateurs, on aime dessiner, quoi. Ouais. Donc même quand on se dit, allez, à nous deux, la scène en plongée avec une perce et un escalier en colimaçon au milieu, tu dis pas, trop dur, je laisse tomber. Tu dis... Ok, showtime. Et tu vois, et c'est un défi qui est hyper cool pour un dessinateur. La difficulté. Là, le vrai ennemi invisible, c'est la solitude et le temps. Parce que c'est 2 ans tout seul, quoi. Donc t'as intérêt à bien aimer. T'as construit un peu ton... J'aimerais bien parler de ça avec toi parce que ça rebondit bien. Tu dis que t'aimes bien travailler seul, mais j'imagine que du coup, pour aussi pallier à cette contrainte de la solitude et à cette contrainte de... Ok, c'est 2 ans. Tu parles seul. Et oui, je parle seule toute la journée. Mais t'as aussi, j'imagine, construit un entourage avec un éditeur génial, avec, je sais pas si t'as un agent, une agente, ou je sais pas si On t'as... est génial autour de moi. Ouais. Que des mecs. C'est vrai? Ouais. Ok. Je me suis rendu compte de ça récemment. Je travaille que avec des mecs plus âgés que moi. Probablement un truc de figure paternelle à régler, je ne sais pas. Oedipienne, machin truc. J'ai un entourage d'amis d'il y a très longtemps. J'ai peu d'amis récents. Quand on pouvait faire ça à l'époque, je les voyais tout le temps. C'est-à-dire, j'ai beau travailler seule, je passe pas une journée sans voir des amis, en fait. Génial. À un moment ou à un autre. Ouais. J'ai un emploi du temps qui me permet, moi, d'aller travailler dans un... Je parle vraiment toujours du monde d'avant. Je pouvais aller travailler dans un café. Je pouvais aller travailler dans un café au pied du bureau d'une copine. Je pense à ça parce qu'on est dans une rue où bosse ma meilleure copine, en fait. Ouais. Incroyable, le monde est petit. Ouais. Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois d'être par ici pour pouvoir... la voir. Je travaille au café, à la pause déj, elle vient déjeuner avec moi. Je passe 2 heures à vraiment être avec un vrai être humain. Et après, retour à l'isolement. Et j'en souffre pas du tout. Ouais. Mais non, c'est... Et après, l'entourage pro, c'est autre chose. Ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qui est ton travail à toi uniquement. Donc ça, encore une fois, quand on peut se permettre, voilà, qu'est-ce que c'est cool de ne faire que dessiner, en fait. Et de ne pas se demander si le contrat est OK, si j'ai été payée, si... est-ce que tu es sûr que du coup, ça va aller pour mes fichiers? Est-ce qu'ils sont... Voilà, te dire, allez, voilà, que tout le monde s'occupe de ça, bonne journée, moi, je vais travailler, en fait. Ça, c'est pas mal. Apprendre à déléguer, à faire confiance aux gens qui travaillent avec toi. Mais moi, j'ai une chance vraiment folle parce que quasiment tout de suite, c'était les bonnes personnes. C'est-à-dire que j'ai un agent avec qui je bosse depuis hyper longtemps, qui m'a été recommandé par un copain auteur et ça marche super bien depuis le premier jour. Et mon éditeur est génial et j'arrive pas beaucoup à travailler sans lui. Donc nous, c'est assez cool. J'ai rencontré aussi des gros cons. Ouais. Quand même. Il y en a. Ne faisons pas semblant que c'est un milieu bien sûr. Féerique. Mais et puis, ouais, non, c'est vrai que moi, je suis bien entourée.
Je trouve ça super important. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu négligé parfois. Enfin, sur lequel on passe pas forcément du temps intentionnellement, tu vois, l'entourage. Alors qu'en fait, t'as un truc où si t'as vraiment les bonnes personnes qui t'aident à te concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire ton art ou vraiment pouvoir faire ce qui te plaît le plus, derrière, ça t'apporte aussi une porte de temps et d'énergie pour te concentrer parce que et passer tout encore ce qui plus de est temps à créer. parasite à ton travail, en fait, peut très vite devenir la majorité de ce que tu fais. On a tous fait une journée de compta, une journée de trucs où tu te dis waouh, putain, normalement, c'est pas ça mon boulot, quoi. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est beaucoup d'angoisse aussi, je trouve, en fait, surtout quand tu as un peu des angoisses administratives, des trucs comme ça, de te dire, mais du coup, est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que alors ça m'empêche pas d'avoir quand même toujours des lettres de l'URSSAF qui me font faire des ulcères parce que j'ai raté une date, tout ça. Bon, ça sera pour la vie, quoi. Ouais. C'est le principe d'être freelance, en fait. On a choisi cette vie-là aussi, mais c'est un truc con. Mais tu vois, la plupart des combats des auteurs en ce moment, c'est quand même autour de la rémunération des auteurs, des contrats qui sont hyper opaques, du fait qu'on se fait balader, que c'est souvent assez abusif et que c'est pas un rapport très équilibré, le rapport auteur-éditeur. Donc de te dire que de ton côté, il y a quelqu'un qui se bagarre pour toi parce que il va être payé que si t'es payé, c'est un bon calcul. Avoir quelqu'un qui se bat parce qu'il a besoin que tu gagnes de l'argent, c'est cool. Et en France, juste, c'est culturellement au mieux étonnant. Et au pire, pas hyper bien vu d'avoir un agent quand on est auteur, parce que ça fait je me la pète, en fait. Tu vois, quand tu dis je vous laisse voir avec mon agent, les gens font ça raconte. Tu dis bah ouais, mais en fait, mon agent, il prend 10% comme un agent, d'où le nom de la série, mais je suis sûre que tu vas beaucoup mieux me parler si tu parles à mon agent que si tu me parles à moi. Bizarrement, je le sens. Je sens que tu vas être beaucoup moins radin si c'est mon agent qui demande, parce qu'en fait, on n'est jamais aussi bon pour demander de l'argent que quand c'est pas pour nous. Moi, si j'étais agent de mes potes, je leur aurais des fortunes pas possibles. Quand c'est moi qui dois demander, je tortille pendant 1h30 dans mon mail en disant « Et sinon, je voulais savoir au niveau de peut-être l'argent, mais je veux pas vous embêter avec cette question, bien sûr. » Et puis, pas oser négocier. Évidemment, quand c'est pour soi, on est hyper timide. Quand c'est un agent, il s'en fout. Il a pas peur d'être mal poli. Donc, et il se dit pas « Quand même, les gens vont penser que je suis un peu arrogant. » Il s'en fout. C'est les 10%, mais derrière... T'en gagnes bien plus que 10%, à la fois sur cette négociation, sur le temps, sur ce que tu délègues. Exactement. Et pendant un moment, j'ai habité aux États-Unis et du coup, je travaillais avec des éditeurs américains. Et eux ne voulaient pas travailler avec un auteur sans agent. C'est-à-dire que c'était pas de question, quoi. Le paradigme est totalement différent. J'ai pas envie de m'emmerder avec un auteur, t'as pas un agent. Et c'est pas du tout un truc de star. C'est exactement comme t'as pas un boulanger dans ton quartier, quoi. Ils disaient, mais si tu veux, moi je te le présente, je te trouve un agent, vous envoyez 2 mails. Son service juridique qui en gère 50 par jour va lire ton contrat, vérifier que tout est OK. Et puis voilà, on s'en fout. D'ailleurs, là-bas, je rentre un peu dans le technique, mais c'est intéressant, un agent pour un auteur n'est pas son agent. C'est pas une relation genre t'es mon agent, il est agent pour ce livre-là. D'accord. On est 3 parties pour un livre dans le contrat. On est éditeur, agent, auteur. Et le livre d'après, tu peux prendre un autre agent si tu n'étais pas content, et c'est super détendu. Très contractuel sur un court laps de temps. Alors qu'en France, quand tu dis un éditeur te dit j'ai peut-être un truc à te proposer, qu'est-ce que t'en penses, et qu'il est un peu genre, et on est copains, et que tu dis bah écoute, je te mets en contact avec mon agent, il n'y a aucun problème. Déjà, on sent le froid qui s'installe immédiatement. Ah merde, alors un agent. Et tout d'un coup, la donne n'est plus exactement la même. Donc, moi, si je peux encourager des gens qui aiment être un peu satellites de créatifs, qui aiment ça, qui s'intéressent vraiment à ça, et qui ne sont pas forcément des manuels ou des créatifs eux-mêmes, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du métier d'agent. Il faudrait vraiment... Ça pourrait se diffuser, mais à d'autres métiers, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est assez catégorisé, tu vois, sur certains types de création. Ouais. Tu pourrais avoir mais vraiment, de plus en plus d'agents, même de je pense qu'il y a un truc hyper galvanisant à aider des artistes à travailler en se disant, toi tu t'occupes de dessiner ou de faire... ton tricot, ta sculpture, j'en sais rien. Et moi, t'inquiète pas, je vais m'occuper du reste. Alors, c'est vrai que c'est cool si tu as un peu des connaissances juridiques quand même, mais accompagner des artistes, je pense que c'est une démarche hyper enrichissante aussi. Donc, j'invite les gens à essayer d'être agent. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Je trouve ça va vers le bon chemin. C'est mon petit moment conseil d'orientation. Ouais. J'écoutais un interview de toi il y a pas longtemps. Je prépare à fond aussi quand je prépare l'interview. Et je lisais que tu travaillais aussi beaucoup sur la contrainte, parfois avec des deadlines plus ou moins courtes pour essayer d'avancer. En gros, une fois que la contrainte était là et que la deadline était là, t'arrivais à accélérer, à speeder. Bah, tout le monde, non ? On travaille super bien le dimanche soir quand on doit rendre ses devoirs le lundi. Ouais, vachement plus que le vendredi en rentrant où on se dit j'ai tout le week-end. Voilà, on fait tous comme ça. J'ai appris une technique quand même que je partage parce qu'elle est super. C'est une technique que m'a transmise mon ami et collègue Romain Hugo, auteur de bande dessinée que j'embrasse, qui lui est très régulier dans ses parutions d'albums. J'ai toujours été fascinée par lui pour ça. Il sort un album par an qui vente ou qui neige, quasiment à la même date tous les ans. C'est impressionnant. C'est une leçon, quoi, de travailler à côté de lui. J'étais avec lui en atelier et vraiment, je me disais, mais comment tu fais pour jamais te faire
énormes semaines d'angoisse à te dire que tu es à la bourre. Il se met des mini deadlines, il divise l'année en nombre de planches qu'il doit faire. Il se met des mini deadlines toutes les semaines. Voilà, il a une vraie deadline par semaine, par mois, peu importe, mais pas une à la fin du livre en fait, en se disant on est en février, je suis censée en être page 40. Si j'en suis page 36, et ben avant que le mois soit fini, j'accélère et j'en fais 4. Et du coup, je suis jamais hyper à la bourre. C'est le meilleur truc à faire. Ça a changé ma vie. Tu le fais maintenant ? Bien sûr. Te dire, j'ai 300 pages à faire, plutôt que de me dire 300 pages en un an, je me dis, allez, 10 par 12, c'est pas très très compliqué. Et sois efficace. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu le truc de, quand tu as un gros projet, juste décompose-le en mini-tâches, en mini étapes que tu vas pouvoir presque cocher, tu vois. Te dire... surtout que c'est très rassurant de te faire une routine, parce que c'est des boulots sans routine, sans horaire, sans patron, sans rien. Et puis quand tu te projettes sur 2 ans sur une BD, t'es en mode, ok, dans 2 ans, quoi. Wow. Après, parfois, de faire le découpage, c'est vraiment flippant, parce que tu dis, et donc d'après mes calculs, je dois faire 5 pages par jour. Ok. Et tout d'un coup, ça devient hyper réel, et tu dis, je vais pas y arriver, en fait, c'est sûr. Mais il y a un côté, tu t'imagines un petit coach de sport invisible sur ton épaule avec son chrono et son sifflet qui te gueule dessus. Et quand tu dis, cette semaine, je sais pas, j'ai pas le feeling, t'as ton petit coach qui fait, j'en ai rien à foutre, il faut que tu fasses 5 pages, c'est tout. Et du coup, tu les fais, quoi. Moi, je trouve ça tellement bien. Et est-ce que tu le fais aussi avec des personnes qui viennent, presque à qui tu t'engages auprès de quelqu'un, de ton éditeur, mine de rien. Alors lui, il est quand même vraiment à la cool parce que jamais il me met la pression sur le temps. Et tu lui dis pas, je sais que pour moi ça marche bien la pression. Non, parce qu'on a trouvé une façon de travailler tous les deux où il sait que c'est un petit mélange à faire entre de temps en temps me dire ça avance, ce qui est sa façon de me mettre la pression, mais jamais de me la mettre vraiment, sinon je pars dans un nuage de fumée, quoi. Donc c'est pas la peine. Mais non, en fait, ça marche bien, ma propre pression de me dire j'ai hâte que ce soit fini. En fait, j'ai hâte de voir. Aussi, au bout d'un moment, on se dit j'ai trop hâte d'avoir mon livre, parce que on se doute bien que le jour où ton livre revient de chez l'imprimeur, qu'il arrive et que tu l'ouvres pour la première fois... Une fierté. Non, c'est pas une fierté, c'est... Ça y est, quoi. C'est... Oh là là, c'est l'accouchement. Un soulagement. On a passé tellement de temps tous les deux là-bas dans la cave. Tu dis, ça y est, t'es fini, t'es beau, ton papier est magnifique, tes couleurs brillent. C'est merveilleux, c'est le meilleur moment. Il y a une BD BD dont... il sent l'imprimeur quand il revient. C'est vrai, j'aime beaucoup le... Il craque quand tu l'ouvres, parce qu'il est neuf, et il sent. Il y a une BD dont t'es le plus fier ? Un PB particulier que tu as ? Non, je les aime toutes pareilles. Pas dont je suis le plus fière, mais dans laquelle j'ai mis le plus de... Je sais pas, non, c'est même pas le plus de temps, ni de... Mais j'ai fait une BD qui s'appelle California Dreaming, que j'ai fait au crayon à papier. Et c'était celle pour laquelle, pour le coup, j'ai fait le plus grand saut dans le vide. Parce que j'ai fait une BD au crayon à papier. Voilà, ce qui était vraiment fou pour moi et que... Tu l'as fait depuis les États-Unis, ça alors ? Pas que, non, je l'ai faite un peu de partout. Et c'était vraiment super. J'étais vraiment contente de faire ça. C'était très organique de travailler avec du papier et du crayon, parce que normalement, je travaille sur iPad ou sur ordi. Et j'avais les mains sales, j'avais des petits bouts de crayon, des gommes, et je sais pas. Il y avait un truc très... carnet de croquis, quoi, qui était très plaisant. C'est cool. Hein. Je trouve ça cool d'aller explorer aussi d'autres... Ah oui, avec en plus, comme seul argument, parce que je l'ai jamais fait. Parce que je me souviens que c'était pour le coup une question que m'avait posée mon éditeur. Genre, du coup, quelle drôle d'idée, pourquoi ? Je dis, parce que j'ai jamais fait, du coup, c'est marrant. Voilà. Ce qui n'est pas un argument dingue, en fait. Ouais, mais c'est juste une curiosité personnelle et un moyen d'enrichir aussi ce que tu sais faire et tes compétences. Ouais, et de pas m'ennuyer, vraiment. Plus que... C'est pas du tout une histoire de sortir de ma zone de confort et me challenger, parce que je m'en fous complètement de me challenger. C'est vraiment juste que je me disais, ça va être marrant, parce que du coup, je l'ai jamais fait. Remettre du plaisir. Ouais. J'ai une question un peu dure pour toi. Ok. Bring it on. Mais qui pour moi est un peu la question centrale aussi. C'est est-ce que tu as l'impression que dans ton parcours ou dans tes choix ou dans les décisions que tu as pu prendre, en tout cas ce qui s'est passé pour toi, qu'il y a eu des choses qui t'ont permis de plus t'en sortir que d'autres dessinateurs qui auraient pu travailler et pas du tout avoir les mêmes résultats ? Ouais, bien sûr. Déjà, j'ai fait vraiment les bonnes rencontres. Ça, c'est sûr. J'ai eu de la chance. Alors déjà, si on doit faire vraiment tout l'historique du privilège de A à Z, je suis née dans une famille où on m'a autorisée à faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas dû le faire contre vents et marées, en pouvant pas me consacrer à ça, etc. J'ai fait des études gratuites et sans rentrer dans tous les détails financiers. J'ai eu une bourse, j'avais toutes les aides de l'État possibles en étant dans l'âge que j'avais, etc. Mais j'avais aussi une famille qui me disait pas va bosser à 17 ans, voilà. Avec notamment une mère qui me disait que j'y arriverais si je travaillais, ce qui est quand même...
quand même 50% du taf, hein, d'avoir quelqu'un qui te dit, mais bien sûr que ça va marcher, évidemment. Ça, c'est inhabituel c'est pour le coup. Ouais, vraiment. Mais depuis que j'ai 3 ans, ma mère m'a dit, bah, du coup, tu vas faire ça comme métier puisque c'est ce que tu aimes faire le plus. Donc voilà. Et donc je me disais, ok. Voilà. C'est pas été une question, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. C'est une grosse partie de pourquoi ça a marché, je pense. Pour de vrai, on se rend pas compte de cet impact de juste quelqu'un qui a confiance en toi et qui te dit ah, c'est ce que t'aimes faire. Ok, pourquoi pas, vas-y, t'inquiète. Ah ouais. Mais il y avait presque un truc plus encore définitif. C'est-à-dire que même moi, dans mes périodes d'errance un peu adolescente, de je sais pas quoi faire dans la vie et tout, pour ma mère, c'était inepte comme question, ce qu'elle disait. Bah, je te rappelle que tu vas dessiner, en fait, donc je sais pas pourquoi c'est quoi cette question ? Te pose pas trop de questions, Voilà, quoi. tu vas travailler très dur, parce que beaucoup de gens veulent faire ça et que c'est hyper dur. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais tu vas travailler comme une tarée, donc ça va marcher, en fait. Je dis, ok, bon, d'accord, je vais faire ça. Très bien, maman. Voilà. Tout en te remettant les pieds sur terre. Ça va être dur, tu vas bosser, mais si c'est ton truc. Ouais. Et je me suis foirée à peu près tout le long de ma scolarité artistique. Je fais recaler d'école vraiment au premier tour et tout, enfin, vraiment méchant. Mais avec toujours ce truc de, bah oui, mais à la fois, c'est ce que je vais faire plus tard, donc il va bien falloir que j'y arrive parce que je vais faire ça. Donc, il n'y avait pas de moment de possibilité de laisser tomber, quoi. Ça, c'est quand même pas mal insufflé par l'entourage quand tu es ado et enfant, même, d'ailleurs. Donc ça m'a vachement aidé. De bonnes rencontres aussi. Et puis, ouais, voilà, si, en fait, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Je recommande ça aussi, pas mal. Aujourd'hui, je trouve que c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as un peu aussi ce côté... c'est un peu bizarre de dire ça, tu vas me dire, mais un peu rôle modèle, tu vois, pour certaines petites filles qui se posent la question d'écrire, etc. Ça te rend fière, ça te met la pression? Ça me rend hyper responsable. C'est que c'est des questions que j'ai tout le temps. À chaque fois que je fais des rencontres scolaires ou même des trucs genre des masterclass, des trucs comme ça, 99% des questions, c'est que ça, en fait, toujours. J'ai envie de faire ça, mais du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui... Et du coup, tu dis, pèse vraiment tes mots parce que tu le sais d'expérience, que quelque chose qui va être affirmé de manière catégorique peut vraiment faire loi chez quelqu'un qui est tellement en demande de conseils, en fait. Si tu lui dis... T'as une responsabilité, tu plantes des graines, quoi. T'es presque un jardinier, il y a peut-être un truc que tu vas mettre dans sa tête qui va germer pendant 10 ans. C'est quelqu'un qui écoute ce que tu dis comme si c'était une parole d'évangile, que tu le veuilles ou non, même si ça n'a pas de sens, parce que tu dis plein de conneries tout le temps. Mais si tu lui dis, je sais pas quoi te dire, accroche-toi, bonne chance, tu vois, c'est pas grave, parce que ce serait vrai. Mais il y a un côté un peu déceptif de cette personne qui, tu dis, là, potentiellement, ce que je dis va avoir une puissance extraordinaire. Donc, c'est le moment de dire un truc, vraiment de frapper un coup fort, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve que justement, essayer de dire ça aux gens, de dire, mais vraiment, à force, ça va finir par marcher. Tu sais, il y a un côté un peu la potion magique, quoi. Ah bon, vous êtes sûr? Tu dis, bah oui, bien sûr, c'est sûr que ça va marcher. Ça marche pour les petits, ça. Ouais. Tu vois, qui dit, quand je serai grande, je voudrais dessiner, dessinatrice, tu dis, bah du coup, c'est ce qui va se passer. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est ce qui va se passer, en fait. Ils font, ok, cool. Et voilà. Et l'info est plantée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, vachement rassurer les gens sur le fait qu'il n'y a pas un moment où tu deviens quelqu'un d'autre en cours de route. C'est-à-dire que les angoisses, les incertitudes et les problèmes d'estime de toi que tu as en tant qu'artiste quand tu es très jeune, elles vont t'accompagner jusqu'à la mort. Et je pense que c'est assez rassurant de dire, pas du tout, regardez où j'en suis, et pourtant, tu vois, mais de dire... J'aimerais bien vous dire qu'à un moment, ça s'arrête, mais ça s'arrête pas. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Malheureusement, ça s'arrête jamais. Ça, c'est un truc où il faut apprendre à dealer avec. Les gens qui te disent que ce que tu fais est pas bien, toute la vie, ça aussi. Ça va pas s'arrêter. Donc, il faut aussi apprendre à faire. Et ben voilà, c'est comme ça. Ok, let's dance with it. Next, voilà. Et qu'il n'y a pas un diplôme à un moment qui fait que tout ça s'arrête, quoi. Donc, apprendre. T'as pas un label, de toute façon. Il n'y a pas de label. Surtout pas dans la BD, quoi. C'est même pas un vrai métier pour les gens. Tu fais des petits Mickey pour les enfants. Donc, tu vois, il n'y a pas de moment où les gens font « Alors, vous qui êtes désormais auteur certifié, tu vois. » Alors, si, un peu, ce qui est marrant, c'est quand tu as des prix. Là, les gens font... Ça a dû changer aussi pour toi, le prix Eisner. Non, ça a changé la façon dont les journalistes me posaient des questions. Alors, Pénélope Bagieux, vous avez désormais... le prix Eisner, l'équivalent de l'Oscar de la bande dessinée. J'ai envie de mourir quand j'entends des questions comme ça. Mais du coup, vraiment exactement la même personne qu'avant-hier, avec les mêmes bouquins que vous n'avez pas lus. Donc, mais là, c'est tout d'un coup, là, on est ok, c'est sérieux les gosses là maintenant. Ok, c'est plus pour les enfants, tu vois. Et parce qu'il y a un truc. Je trouve ça presque triste. Tu sais, on a un peu une fascination pour les grandes écoles, les trucs comme ça en France. Et comme dans la BD, il y a pas, on n'a rien pour dire que c'est du sérieux. Tu vois, j'imagine que dans le ciné, si tu dis il sort de la Fémis, les gens font oh.
Tu vois, il y a un truc un peu. Quand tu fais de la BD, les gens font. Il fait des Mickey. Il fait quoi. des BD, ça Donc, marche un c'est peu. pour ouais. les enfants, Ouais. voilà. Et donc, quand tu peux te raccrocher à un prix qu'ils connaissent pas forcément, mais ils disent c'est l'Oscar de la BD, là, ils disent c'est un vrai truc alors. Je trouve ça. Franchement, je trouve ça triste parce que ça veut dire que les gens n'ont pas la capacité de juste aller creuser ce que tu fais et se dire foncièrement c'est good ou c'est pas good quoi. Ouais, mais ça, à la limite, bon, on n'a pas un temps extensible non plus, mais c'était mon éditeur américain, après justement tout le truc du Eisner, il m'avait dit tu te rends compte que personne n'en a autant parlé que les Français, quoi. En fait, c'est que ça vaut être un prix américain, c'était genre. C'est une Française qui a un prix américain. Tu vois, c'était genre. On sait pas ce que c'est ce prix, mais c'est américain, donc c'est quand même un Il gros est joli, truc. on l'a vu en photo sur Instagram. Ouais, c'est ça, c'est un gros C'est un truc. joli hein. globe. Hein. Oui, exactement. Ouais, c'est trop marrant. Parce qu'en fait, ça change tellement rien, mais rien. Tu vends même pas plus de livres. Enfin, vraiment, ça n'a aucune signification, quoi. Ça- Personnellement, c'était une fierté ou pas? Mais à fond, moi, fond. j'en pouvais plus. Mais bien sûr, j'étais Trop bien. trop heureuse. J'ai dormi avec mon prix le soir même. Sérieux? Mais bien sûr, mais tu te C'est rends pas horrible. compte. Ah, génial. Je suis montée sur une scène pour recevoir un prix et faire un discours, quoi. Ouais. Comment tu fais avec une belle robe? Évidemment que j'ai pleuré, j'en pouvais plus, c'était le plus beau soir de ma vie. Mais en fait, dès le lendemain, c'est fini. Et puis, il s'est rien passé, en fait. Ça change rien. Ouais, c'est Et- juste. Je crois que quand t'as un prix à Cannes, on te donne de l'argent et tout. Mais quand t'as Ouais. un prix dans la BD, t'as une statuette, en fait. Ouais, Et c'est pas- si, il y a un sticker maintenant sur les culottes avec marqué Eisner Award 2019. C'est un Ça, peu c'est l'équivalent cool. du vu à la télé, tu vois. Les gens se disent oh, non, Trop bien. Eisner Award, je sais pas ce que c'est, mais le autocollant brille. Donc... Je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Ok. On se fait une petite pause ludique. On va se mettre sur le tapis. Ok. Et puis, on va faire je vais te un faire des quiz, surprises. là. Pénélope, on va se faire une petite séance pause ludique. C'est moi qui rangerai après Cool. les Lego parce que je sais que tu n'aimes pas ramasser les Lego. C'est vrai. Tu vois qu'il y a un joli camailleux de Lego de toutes les couleurs. Ouais. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ça te donne pas mille idées de voir un truc comme ça. Hein. Moi, je trouve que ça fait très money. Non, mais du coup, ça fait le trésor de Willy Le Borgne. Ouais. Regarde, c'est trop beau. Et mon grand plaisir, c'est que je vais les garder après les interviews parce Ok. que je rêve de me remettre à faire des Lego. Bah oui, et bien donc, sûr. donc voilà. Je vais te poser une question et j'aimerais que tu me racontes en Lego la réponse. Ok. Are you ready? Ouais, super. J'aimerais que tu me racontes ce qui t'a rendu la plus fière, pardon, dans ta vie de créatrice en Lego. Enfin, que tu me racontes ce qui te rend la plus fière. Bah, déjà, qu'est-ce qui me rend la plus fière Putain, c'est hyper dur. Attends, qu'est-ce qui me rend la plus fière déjà Qu'est-ce qui me rend fière Mais non, mais c'est trop dur. Qu'est-ce qui me rend fière Ça peut être un truc simple, hein. Bah Si c'est ouais, le- mais je sais pas ce qui me rend fière. Attends, je réfléchis. Ça peut être un projet aussi, un truc que tu as vécu, ça Ouais, peut ouais, être je cherche. une relation. Je cherche. Qu'est-ce qui me rend fière Mais je sais pas. Attends, je tombe dans un trou noir là. Sans pression, hein. Ben non, mais Un truc je qui me te demande vient. juste moi déjà, qu'est-ce qui me rend fière On peut retourner sur le canapé si tu veux. Je suis pas hyper fière, quoi. Tu vois, Ouais, j'ai pas y a de... pas un truc qui te rend fier spécialement? tellement de courte durée à chaque fois, genre une Ok. heure, que j'arrive pas du tout à m'y agripper et me dire, Ouais. quand même... Attends, je réfléchis. Il y a forcément un truc où je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment la classe, Pénélope, high five. Peut-être un exemple, tout à l'heure tu m'as parlé, tu m'as dit ouais, j'étais quand même hyper fier du Ah ouais, prix devant Eisner. Eisner, ouais. Ouais. Je vais pas faire un Eisner en Lego, Ouais. c'est quand même vraiment la misère. La meuf qui a un truc dans sa vie, c'est j'ai eu un Eisner en 2019. Non, puis en plus, c'est pas le truc dont j'étais le plus fière quand même. T'as pas besoin de faire le truc dont t'es le plus fier. Juste un truc dont truc. j'étais fière. Ouais, un truc vraiment qui t'a rendu fier. Dont j'étais fière. Enfin, le but c'est pas de trouver forcément la pépite, Ok, mais un ok. truc Ah où tu te ouais, dis ouais, putain, ok. j'étais fier de ça. Pression. Ouais. Donc un truc dont j'étais fière où je me suis dit, hey, mais ouais. Alors, une fois qu'on a l'idée, ensuite on va réussir à le faire. Ok. Ben, c'est vraiment naze, hein. Mais c'est pas que c'était une grosse fierté et tout, mais je me souviens avoir été avoir pris une vraie minute pour me dire, waouh, c'est vraiment en train d'arriver, c'est cool. C'est la première fois que j'ai pu m'acheter un truc avec de l'argent que j'avais gagné en dessinant quand j'étais plus étudiante et que j'ai commencé à travailler. Et que j'avais toujours que des trucs qu'on me refilait, ou tu vois, j'habitais un peu à droite à gauche chez des copains et tout ça. Ouais. Et puis j'avais un appart, ça
c'est un bien grand mot, mais j'avais une chambre de bonne, quoi. Et du coup, j'avais un canapé-lit qui était mon lit, que je repliais tous les jours et tout ça. Ouais. Et Il n'y a pas de galère, quoi, les débuts. Ouais, mais je le vis Non, pas mais du tout bonne comme galère, une galère, surtout Mais que juste, c'était le cas de tous les gens que je voilà. connaissais. Personne n'avait un lit, tu vois, donc c'était normal. Et en fait, la première fois que j'ai emménagé dans un autre appart que celui-là, qui était vraiment mon appart, la fois d'après, où j'avais la place pour la première fois d'avoir un lit, et j'ai acheté un lit. Génial. Et je me Tu suis peux commencer à faire un lit pris une minute et elle m'a dit j'ai acheté un lit et je l'ai acheté en faisant des dessins. Et elle m'a dit c'est irréel en fait. C'est irréel parce qu'on me paye pour faire le truc que je ferais toute la journée même si on me payait pas. Et en fait je me payais un lit avec ça. Et quand après dans plein de déménagements je me suis trimballée dans plein d'apparts et tout ça. Et la fournée de trucs que j'avais acheté cette fois-là, c'est-à-dire que dans la même année j'ai aussi acheté un canapé. Genre le bourgeoisement quoi. Ouh. Et j'ai eu toujours vachement de mal à lâcher ces meubles-là, même 20 ans Tu après. l'as plus aujourd'hui, le lit? Le canapé, je l'ai encore. Et c'est un Ok. sujet parce qu'il est vraiment pourri, il a des taches Décrépit. partout, etc. Et quand, tu vois, même mon mec me dit et du coup, tu penses que ce canapé, on va le garder toute la vie? Et je dis c'est mon canapé de mon premier argent, en fait. Et c'est mon totem, quoi. J'arrive pas à lâcher les trucs que j'ai achetés là parce que. Il y a un symbole Après, fort je me derrière. suis habituée, c'est normal, c'est comme ça que je gagne ma vie, et c'est mon métier, puis je vois tous les côtés, genre, je vais faire ma TVA, quel enfer et tout. Mais à l'époque, je me disais, attends, juste Pénélope, on va remettre les choses en perspective. Après avoir été tous les boulots que tu veux, en plus, moi, j'ai vraiment fait une liste de boulots alimentaires extraordinaires. Là, j'étais payée à rester assise, à ne pas utiliser ma force physique, à ne pas servir des gens pour faire un truc, à faire des dessins, en fait. Et je me Pour disais, toi, bah, franchement, je suis arrivée, c'est la ligne d'arrivée, quoi. C'est trop cool. c'est une putain de fierté. Hein. C'était une putain de fierté d'acheter un lit et Non, un mais tu canapé dis, avec. ouais, franchement, c'est moisi, c'est nul et tout. C'est Non, trop bien. mais Juste, c'est pas un truc. Voilà. Je sais Mais trop- c'était- c'est trop je me bien. souviens encore physiquement d'avoir des petits picotements, quoi, de me dire est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis vraiment en train d'acheter des trucs avec des dessins, en fait? C'est T'as un trop peu cool. dans ce moment-là une confirmation de ce que te disait ta maman, ça va marcher, ça va le faire et tu vas taffer, ça va être dur. Ouais, mais et surtout ok. que pour le coup, dans les métiers 100% précaires, comme les métiers de dessinateur, Mm. c'est le goal de payer des trucs avec ça, de te dire C'est je clair. me meuble et je paye mon loyer avec des dessins. C'est le max dont tu rêves, en fait, déjà. Tu te dis jamais je vais être chirurgien. Ouais. Et j'aurai une énorme bagnole et plein de thunes. Tu te dis, je vais être dessinateur et peut-être que je paierai mon loyer, tu vois. Donc quand ça arrive, c'est bon, c'est la ligne d'arrivée, quoi. Trop bien. Alors Merveilleux. moi, je vais vous refaire ce canapé parce qu'il il me suit Tiens, tellement. tu veux une plaque? Oh oui. Alors, ah ouais, attends. Je peux t'aider à trouver les couleurs Alors, si tu veux. il est gris et plein d'autres couleurs depuis maintenant. Une fois, ma sœur Un peu s'est décoloré les cheveux dessus, donc il y a une tache depuis 15 ans. Une grande éclaboussure décolorée, un peu orangeasse sur le dossier. Il a Tu fait l'as beaucoup de comme soirées aussi, ce canapé, Ouais. donc il est vraiment... Je pense que si jamais il y avait une équipe de trucs de crime scene qui venait analyser ce canapé, les pauvres, Il trouverait des il ferait, preuves. c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas en fait. Il s'en irait, il le mettrait au feu. Il a vu beaucoup trop de pays. Ok, C'est géant. mais voilà, c'est pour lui, c'est pour toi mon petit canapé. Mais tu sais peut-être que il y a peut-être un moment où il devra partir. Je sais, je Mais m'y prépare et je sais que c'est une coupure de cordon qui va être très compliquée. à la limite il aura fait son temps aussi. Il aura fait des heureux ce canapé. Une fois, j'ai parlé de le jeter. Ouais. Et j'ai un pote qui est vraiment mon pote cratouille qui a passé sa vie à dormir sur les canapés des potes qui a dit tu vas jeter mon canapé parce que c'est son lit quoi. Enfin voilà, il est là depuis toujours. Je trouve que c'est un truc aussi qu'il faut savoir faire quand on passe beaucoup de temps sur un projet et beaucoup de temps à cravacher. Ouais. Par exemple, pour avoir son premier salaire de dessinateur. Ouais. Je parle plus dans ton cas que du mien parce que je dessine pas. Mais quand on passe vraiment du temps à travailler sur un projet, c'est cool aussi de se faire cette récompense et de se dire, ok, qu'est-ce que je m'offre après en mode, Ouais. t'as bien bossé et c'est bien, tu vois. Ouais. Alors après, ce que je fais maintenant, Ouais. que je suis plus dans une logique de est-ce que je vais réussir un jour à ne plus dormir dans un canapé lit. C'est qu'à chaque fois que je finis un livre, je me fais un cadeau. Toujours maintenant. Trop bien. T'achètes quoi? En général, des chaussures. Ouais. Mais c'est même un petit truc, mais c'est pour me dire, pour le marquer par un objet. Et cet objet, je me souviens aussi toute la vie après, à l'occasion de quoi c'était. J'ai des chaussures California Dreaming, tu vois. Trop bien. Parce que personne d'autre ne va me faire un cadeau pour me dire bravo, t'as passé 2 ans à faire un livre. Donc, là, lui que je cherche, c'est un carré, moi, s'il te plaît. Excuse. Donc, Carré si c'est gris. pour pas m'aider. Tu me mets dans ta situation là où, tu En sais, fait, t'as si tu peux l'impression. mettre de côté, ce qui m'aiderait pas mal, ce serait que tu me tries. Oh, ça va être pas mal pour faire mes avants d'accoudoir. Ouais. Ouais. J'en ai un comme ça aussi. Regarde, j'ai une pépite pour toi là. Voilà. Oula, c'est pas mal ça.
Ouais, belle à coudoir. Ouais, mais c'est pas exactement pareil. Bon, j'essaye de respecter le code couleur sale et Bien le faire sûr. beige et gris. Oh, ça c'est un bon sale, ça. Il nous manque encore quelques pièces grises. Mais ouais, moi je recommande aussi aux gens qui font des projets de longue haleine, Ouais. de temps en temps, félicitez-vous quand vous avez fini même une étape. Genre, telle étape a été validée par le client, on repart pour 1 an, mais au moins, voilà, un petit cadeau. Ou quand tu le vois, tu te rappelles de ça, tu dis putain, j'en avais chié pour faire ce truc, c'est cool. Voilà. Mais je trouve ça tellement bien. Moi, tu vois, je l'ai fait pour la première fois à Noël. De te faire un cadeau. Non, ça, j'aime. Ça, je m'en fais Je me suis fait non, mais j'aime. Enfin, on a toujours des cadeaux à Noël, mais juste avant Noël, j'avais une grosse période entre en gros mi-octobre et fin novembre. Ouais. Et je suis allé me payer 1 heure de massage. Ah non, mais ça, tu prêches une convaincue. Ça, c'est... Ah ouais, je peux te dire que j'en suis sorti et j'en ai tellement encore plus profité parce que je l'avais associé. Ah, regarde, j'ai trouvé une pépite là. Yes. Je l'avais associé à tu vois, tout le travail que j'avais fourni et en mode ok, bah, c'est une étape de terminer. Maintenant, tu vas te concentrer sur un autre truc, un autre projet. Tu dois savourer chaque minute d'un massage que tu te payes pour ça. Ouais. C'est clair. C'est sûr. C'est clair. Euh, Celui-là, il t'aide pas beaucoup. Non, celui-là, il m'aide pas, il est pas dans le bon sens. Mm. Et quoique si. Si, en fait. Ouais, moi, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien aussi un truc qui est du pur, je prends soin de moi de manière complètement égoïste. Ouais, mais bien. Je dis pas que. Enfin, parfois, on peut pas toujours se le permettre au tout début. Mais c'est ça, non, bien sûr. Mais il y a d'autres différentes manières. échelles, tu peux Ouais. trouver une façon de faire un truc. Exactement. T'acheter un trop bon truc à bouffer et tout ça, mais pour te dire, belle gosse, bravo. C'est clair. C'est clair. Je commence à l'imaginer ton canapé. Hein. Ouais. Bah, il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc de. Et ça, ils l'ont pas mis sur Télérama alors. Non, bizarrement, ils ont choisi de le décaler. C'était pas assez beau pour eux, c'était pas assez Télérama. C'est un coffret spécial Lego incroyable dans lequel il y a vraiment un camailleux de genre 36 couleurs. Ouais, et moi, Et je quand- fais un truc beige moche. Et quand tu ouvres la boîte, t'as vraiment tous les sachets côte à côte du arc-en-ciel quoi. Ah là là. Ah, moi, c'est. Voilà, ça me rend folle ça. Comme une boîte de feutre neuve. Je lisais sur les Lego que aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de modes d'emploi dans les Lego. Ouais. Et en fait, enfin, il y a des gens qui sont presque militants d'avoir plus de mode d'emploi et vraiment juste le côté, Ah oui. Pour le côté. le côté juste créatif quoi. méditatif, Ouais. de fabriquer des trucs, ouais, c'est sûr. Ouais, tu sais, il y a des thérapistes de l'art qui font ça, qui te mettent juste soit une tonne de pastel, soit des trucs comme ça, et qui te disent cherche pas à faire un truc figuratif, laisse faire presque en écriture automatique ton truc, pour que ça ait des vertus apaisantes. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas si ce que Swan. je cherche existe. Je cherche un truc plat, court, beige. Trop long. Brief. Oh, c'est pas mal ça. Hmm. Pas besoin d'une charnière. Écoute, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Toutes nos créations sont imparfaites. Je suis sûr que même dans tes BD, il y a des moments où tu te dis Ça, après coup. ça. Je n'oublie jamais après. À chaque fois que je le vois, je me dis c'était la fois où j'ai eu la flemme. On peut la laisser comme ça, hein. C'est bien. Tu trouves? Ouais, Ok. franchement. Oh, il est un peu. Je lui mets des Il est pieds bien quand même, Ouais, vas-y. parce que ça reste quand même un meuble. Hein. Donc il faut qu'il tienne. Ah, il a les pieds orange. Ouais. Je vais lui faire des pieds un peu funky. En pieds rouges. Voilà. J'espère qu'il se reconnaîtra. On va le garder. Peut-être que quand tu diffuseras ce truc, j'aurai fini par justement couper le cordon. Ah, j'espère Et pas. que je Je te le souhaite de le m'en garder débarrasser. encore un peu et de pouvoir Si négocier c'est le cas, avec ton petit ange chéri. parti trop tôt, voilà. Ma Trop génial. merveille. On le met là, Ouais. devant la cabane de Pénélope. C'est mi-canap, mi-étoile de la mort, quoi. Je sais pas. Je trouve ça cool. Ouais. Bon, génial. On s'y remet. Ok. Du coup, j'aime bien cette troisième partie. C'est une partie que je veux toujours un peu plus intimiste et on a commencé déjà un peu à se connaître et à apprendre à découvrir un peu l'un l'autre. Et je trouve ça sympa de pouvoir à un moment juste fermer les yeux Mhm. et pouvoir se concentrer juste sur la voix. Donc j'ai préparé des petits bandeaux. C'est ma Ok. copine qui les coupe et donc je vais trop osé de le mettre. Ok. Tu vas voir, le tissu est très joli, il y a des petits nounours C'est vrai. dessus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on se concentre juste sur la voix de l'autre Ok. et tu vois, il y a des trucs cool qui se passent. Et en fait, quand je vais me l'enlever, On aura c'est volé. parti. Ouais, on aura volé toutes tes affaires. Après, si je pars, normalement, Je me rendrai compte. Ouais. il y a un moment où il n'y a plus personne qui répond, quoi. Ok. Ça va? T'es C'est bien? super. C'est très, Trop bien. très déstabilisant. Ouais, tu te sens, ça te stresse un peu? mais- Ouais. Moi, j'étais vachement stressé au premier épisode, en mode ok, mais en fait, c'est super. Tu Ok. vois, naturellement, ça se fait très bien. Tu parlais un peu tout à l'heure, juste à la fin de la première partie, de
tes angoisses un peu parfois que tu peux avoir quand tu crées, c'est des trucs que tu apprends quand même de mieux en mieux à maîtriser avec le temps. Le fait qu'elle soit cyclique et qu'elle soit systématique dans chaque... c'est vraiment que des grands cycles de création, le fait de faire des livres. Tu repasses par les mêmes étapes tout le temps, Ouais. qui peuvent être légèrement influencées par le contexte quand même. Tu vois, par exemple, une année à pas avoir d'idée et à se dire que c'est OK, elle est quand même un peu plus stressante. Quand c'est une année où en même temps on est confiné, où en même temps on ne sait pas de quoi va être fait la suite, où il y a beaucoup d'angoisse, elle n'a pas la même couleur, quoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est des choses rituelles, mais qui en même temps sont très conditionnées par ce qui se passe autour. Mais ça fait que tu les accueilles différemment et que tu te dis, c'est vraiment pas grave si j'ai pas d'idée. Ça veut pas dire que j'en aurai plus jamais de ma vie. Ça veut pas dire que, voilà, en fait c'est une phase, quoi, et que du coup tout va bien. Ouais. Que les choses soient cycliques, c'est assez rassurant. Mais pour ça, il faut un roulement de au moins 5-6 fois pour finir par faire le lien et te dire, mais c'est à chaque fois en fait. Ouais. En fait, c'est OK, quoi. Ouais. C'est OK, et puis il y a un moment où c'est... Il y a ça aussi, Il y a un moment où et du on moment fait que ça avec. dure pas 2 ans, tout va bien en fait. Ouais, je comprends. J'ai l'impression, j'en avais parlé pas mal avec Bernard Werber je crois que c'était l'épisode 10 du podcast. Est-ce que tu as eu peur après ton premier succès, si on peut parler de succès, je trouve ça toujours dur comme terme, mais la première BD qui a vraiment marché, tu as eu peur que ça s'arrête à la suivante, qu'il n'y ait pas eu la même réponse du public? Ah, mais moi j'ai toujours l'impression que le gros de ce qui pouvait m'arriver est derrière moi. D'accord. C'est une certitude. À chaque fois que je finis un truc qui marche, je me dis, profitons-en parce qu'a priori c'est vraiment c'est la dernière fois de ma vie qu'un truc comme ça m'arrivera. Et je me suis dit ça déjà 3 fois. Et en fait, non, ça me stresse pas du tout. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ce qui est cool, c'est que maintenant, je suis à peu près tranquille, je peux vraiment faire ce que je veux et m'en foutre et pas chercher à rencontrer un succès à tout prix. Et d'un point de vue de l'ego et d'un point de vue, mine de rien, commercial, c'est coché. Et en fait, même, je te dirais que, tu sais, quand j'ai fait mon premier livre qui est sorti, c'était un recueil de mes notes de blog. Ouais. Et qui est un livre qui avait été fait, je ne vais pas dire malgré moi, parce que j'étais OK, mais c'était pas du tout une idée à moi à la base. Et en fait, ça avait quand même très bien marché. Ouais. Je me rappelle que tu te disais, si j'avais su, quand j'avais fait ces dessins, je les aurais fait mieux. Bien sûr, si j'avais su que ça allait être un truc qui allait se vendre comme ça et que 15 ans après, je le verrais encore. Donc, c'est terrible, mais le fait que ce premier bouquin ait marché comme ça, dès le suivant, je me suis dit, j'ai plus rien à prouver, parce que de toute façon, j'ai jamais rien à prouver, je m'en fous. Mais je me disais, c'est cool, là, je peux faire un truc qui me fait vachement plaisir à moi, parce que j'ai l'autre qui se vend bien. Et en fait, et puis parce qu'aussi, tu coches aussi des cases, il faut pas avoir honte, des cases d'ego qui sont un intérêt médiatique, par exemple, d'avoir du succès auprès des gens, que les gens te disent qu'ils aiment, etc. Et le fait que ça se soit fait, t'es vachement soulagé pour la suite, parce que ça veut dire que tu seras pas dans la recherche frénétique de ça tout le temps, quoi. C'est que, tu vois, typiquement, là, si j'ai envie de faire un truc complètement obscur, hyper perso, etc., je me dirais, franchement, j'ai fait des culottés, je suis tranquille, quoi, tu vois. Pas dans le sens, j'ai marqué, tu vois, j'ai apporté ma pierre à tout ça, mais je suis tranquille vis-à-vis de mon éditeur, je suis tranquille au niveau de est-ce que j'ai eu des bonnes critiques et des ventes. Enfin, tu vois, en fait, c'est assez, plutôt un soulagement qu'un stress de me dire j'ai eu des succès avant. Ça me stresse pas du tout. Ouais, c'est plus, c'est pas la... Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je fais des bouquins qui me plaisent, en fait. C'est pour ça, tu vois, que je pense que jamais je ferai un tome 3 des culottés, en fait. J'ai pas du tout envie, déjà. Et puis, j'ai pas besoin, tu vois, c'est cool, ça a marché, on peut faire autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Et à la limite, si jamais à un moment tout devait s'arrêter, tout s'arrêtera, et puis t'es déjà soulagé, en fait, d'avoir atteint. Quoi. En fait, je serais dégoûtée. Bien Moi, sûr. ce que j'ai hâte de faire, c'est la suite, quoi. Je relis pas mes livres, hein. J'ai un exemplaire de chaque chez moi parce que voilà, et même pas genre dans ma bibliothèque, c'est dans un carton. J'ai les éditions étrangères jolies, genre mes éditions japonaises parce qu'elles sont trop mignonnes comme toujours, et les coréennes, et puis un peu les trucs dans des langues où vraiment je comprends rien parce que c'est rigolo. En russe. Je suis pas, ouais, bien sûr, je suis trop fière. Mais j'ai pas du tout un truc de muséification, je sais pas si ça se dit, de mon travail, quoi. Je garde pas d'originaux, je m'en fous. Enfin. Ouais, t'es un peu l'inverse du personnage de Cadavrewski, là. Je me rappelle plus le nom du personnage, Thomas mais Rocher. Thomas Rocher, qui est Thomas Rocher, dans l'admiration de ses critiques. Il a peur que ça s'arrête. Ouais. Moi, évidemment que si du jour au lendemain, les gens n'aimaient plus mes livres, je sais que je serais triste et que je dirais, mais allez, aimez-moi. Parce que on est tous comme ça. Mais le fait que j'ai déjà eu droit à ça, ça m'a vachement apaisée. Et puis j'ai vu aussi la limite du truc, qui est que c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on aime ton travail, en fait. Tu vois.
Enfin, c'est un autre débat. Mais la différence entre qu'on parle beaucoup de toi ou qu'on aime vraiment ce que tu fais. Ouais, je suis d'accord. Il y a des valeurs ou des principes de vie que tu chéris, qui sont importants pour toi, que tu essayes d'appliquer tous les jours dans ton quotidien? J'essaye de pas trop me comporter comme une merde avec les gens, mais c'est pas parce que c'est un principe. Ouais. C'est pas du tout pour des trucs karmiques non plus, mais quand quelqu'un, par exemple, dans mon entourage est un peu tendu ou a l'air un peu stressé, mon premier réflexe, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, oh là là, j'ai dû, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai une tendance à l'autoflagellation et à l'inquiétude d'avoir mal fait, d'avoir fait de la peine aux gens, d'être très, je sais pas du tout d'où ça vient. Enfin, j'ai des pistes, mais enfin, c'est un autre. On rentre carrément dans. Je vais m'allonger si tu veux, plutôt après pour t'en parler. Mais j'ai très très peur de. Tu vois, je veux toujours qu'on soit OK avec les gens. Dire, t'es sûr que tu m'en veux pas, hein? Je suis exactement pareil. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que ça peut venir de l'enfance aussi. Oui, bah, je te confirme. Hein. Ouais. Il y a une piste à creuser a priori. Ouais. Mais il y a un truc où tu veux que tout le monde soit bien et que les gens soient OK et que tu fasses pas de vagues pour les emmerder, quoi. C'est pas que tu cherches à ce qu'on t'aime à tout prix. Surtout parce que plus tu vieillis, plus tu te fais à l'idée, tu fais ton deuil de l'idée que tout le monde t'aime, tu comprends que ça n'arrive pas. Mais que les gens que moi j'aime, etc. Par exemple, bon, c'est un peu perso, mais si mon mec juste est dans ses pensées pendant 10 minutes ou qu'il a un truc de boulot qui le stresse, au bout d'un moment, je finis par faire bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une connerie, je suis désolée, tu sais, quand ce matin je dis tel truc, et il me dit ah, quoi? Mais je m'en fous, qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis juste saoulée parce que mon truc redémarre pas et tout. Et moi, je me dis toujours putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ou par exemple, si ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles de copains, j'envoie un message tout d'un coup pour dire voilà, c'est juste pour te dire, bah, tout va bien, je pense à toi, parce que je me dis est-ce que ce silence ne veut pas dire qu'en fait cette personne m'en veut? J'ai un peu ce truc-là, quoi. Ouais, donc en fait, ça m'oblige mécaniquement à tout le temps, très moyen terme comme ça, essayer d'être sûr que tout le monde est content, quoi. Ou par exemple, tu vois, je reçois vachement de lettres de lecteurs et de lectrices, mais petits, des enfants. Ouais, des jolis dessins. Des lettres papier. Je leur réponds à tous un par un à chaque fois. Mais j'ai vu l'autre jour sur Instagram le moment où t'as dit ah, j'ai pas l'adresse de cette petite fille qui m'a écrit, si quelqu'un la connaît. C'est génial. Mais parce que sinon, la vision, comme en plus j'ai une imagination très visuelle, j'imagine cet enfant qui le soir quand il rentre de l'école dit à sa mère toujours pas de lettre de Pénélope Bagieux qui regarde ses chaussures comme ça. Et j'ai mal au ventre, tout d'un coup, je me dis, il faut que je réponde tout de suite à cet enfant. C'est horrible. Mais c'est adorable aussi, parce que ce truc-là... Et non, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas du tout de l'altruisme. C'est pas du tout, allez, tiens, mon petit, c'est moi qui me dis. Je pourrais pas vivre avec ça tout le temps en me disant, sinon, même quand je suis en train de rien faire, de broder, par exemple, et ben j'ai mon petit coach invisible sur l'épaule qui fait... Et cet enfant, on lui répond pas finalement. Et je dis, ok, je fais une pause et je vais répondre à cet enfant. Parce que sinon, je vais être pas bien, en fait. Je me dis, t'es qu'une merde. Ouais. Mais tu sais, quand j'étais petit, j'étais au Canada, mon papa habitait au Canada. Et j'avais eu la chance de poser une question à la radio à un auteur d'un livre pour enfants que j'adorais qui s'appelle Les Amos d'Aragon. L'auteur s'appelait Brian Perrault, ça avait fait un tabac au Canada. Et j'avais appelé et je me rappelle la joie et le sourire qu'on a en tant qu'enfant à juste recevoir une petite réponse ou un petit truc de la personne qu'on admire. Donc, bon, au-delà de... Effectivement, même si c'est pas... Je leur écris pas un pavé non plus. Oui, oui. Ouais, mais juste un petit mot en disant merci beaucoup. Quoi. Je mets le nom sur l'enveloppe, tu vois. Parce que aussi, je me rappelle que quand t'es petit, avoir une lettre à ton nom, c'est déjà l'événement, quoi. C'est quelque chose. Personne t'écrit quand t'es enfant. T'es un grand, un peu. Ouais. Il y a un truc que j'aime bien aborder aussi en fin d'interview, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que, tu vois, naturellement, en tant que créateur, on a souvent tendance à mettre un peu une façade. Mais en fait, on passe aussi par plein de moments de grosses galères. Et donc, c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce qu'il y a eu C'est quoi les plus grosses galères que tu as rencontrées sur ton parcours, sur ces 10 dernières années, des moments où tu étais vraiment dans le dur, tu vois, et que tu as quand même réussi à t'en sortir? Moi, j'ai jamais été dans le dur. C'est vrai? Ce serait vraiment dégueulasse de dire que j'ai été dans le dur. Ok. Franchement. C'est un métier tellement de galères, de vraies galères. Et moi, j'ai tellement la chance d'avoir un parcours vraiment atypique, quoi. Je peux pas du tout dire que j'ai des galères. Ok, trop bien. C'est cool, c'est super honorable de pas te... Tu vois, il y a des gens qui s'apitoient en mode oui. Ouais. Non, mais au-delà de l'aspect problème de riche, genre, j'arrive pas à trouver le temps d'écrire parce que j'ai trop d'interviews, tu vois. Au-delà de ça, et personnellement, parce que j'ai pas de souffrance de la création. Je connais des gens que ça met dans des états vraiment de grande souffrance de créer. Ouais. Par exemple, qui n'arrivent à faire des choses bien que quand ils vont mal, tu vois. Et moi, c'est hyper indépendant de mon état d'esprit. J'ai un truc très automatique pour écrire. J'ai pas de souffrance de création. J'ai évidemment pas de difficulté à être publiée. Enfin, franchement,
Ce serait vraiment à gerber que je commence à faire du Zola et expliquer que c'est dur. Ouais. Et au contraire, est-ce que tu t'alimentes d'une forme de bonheur pour créer? Est-ce qu'il y a, tu vois, j'ai rencontré des gens qui, au contraire, crachaient sur le côté souffrance du créateur. Pas cracher, c'est un grand mot, mais en tout cas critiquer ça. Et qui disaient, au contraire, moi, je m'alimente des moments où dans ma vie, dans mon style de vie, j'arrive à être dans un bonheur qui me permet ensuite de m'alimenter pour créer. Ouais, moi, c'est un peu indépendant l'un de l'autre, mon moral et ce que je fais. En revanche, le travail a vraiment le pouvoir de modifier mon humeur. Quand je suis en train d'écrire un livre, je vais très bien. Ouais. Vraiment. J'ai presque une forme de frénésie. La vie est une fête. Je suis complètement survoltée. Ça m'empêche de dormir. J'ai envie de faire que ça. Les gens que je vois, j'ai envie de leur parler que de ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai l'air vraiment d'une vieille folle, quoi. Je suis complètement illuminée pendant que je travaille. Épuisée aussi, et puis moche, dégueulasse, parce que je reste chez moi, je ressemble à rien et tout, mais je suis vraiment illuminée. Et quand ça s'arrête, je fais une dépression. Ok. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt ça le truc. Et encore une fois, l'avoir remarqué et te dire, d'accord, c'est juste ça, tout va bien. Ça va. C'est cyclique. C'est cyclique. Ouais. Mais vraiment, c'est des hauts et des bas très, très forts. Et en revanche, c'est un petit point biologie, mais quand tu es une femme qui crée, vu que ton cycle influe énormément sur ta créativité, C'est sûr. ça, il faut le savoir. Et je m'adresse aux personnes qui ont des cycles et qui les vivent. Et il faut en parler, c'est trop important. Il faut en parler. Il faut quand même, le jour où on a remarqué qu'il y a une semaine où on est... tout est nul, en fait. On est énervé contre tout, on a envie de pleurer tout le temps. Bon, on la connaît tous cette semaine-là. On fait aussi de la merde. C'est-à-dire que moi, je trouve que tous mes dessins sont à chier quand je dessine pendant cette semaine-là. Ouais. Toutes mes idées sont nulles. Je relis ce que j'ai fait la veille et je me dis, mais c'est pas possible, c'est nul, en fait. Et maintenant, pareil, je me dis, d'accord, mais c'est la semaine où tout est nul, pas d'inquiétude. Et à l'inverse, il y a une semaine où tout ce que je fais est génial et où j'adore la vie et je me dis, mais tous mes dessins sont sublimes, j'ai 1000 idées à la seconde, etc. Et maintenant, j'organise aussi mon travail pour ça. C'est que je me dis, je vais plutôt essayer de commencer la semaine prochaine. C'est du temps perdu de commencer cette semaine puisque je vais faire des trucs minables, je le sais. Alors que la semaine prochaine, je vais pondre de l'or, quoi, c'est sûr. Et c'est réel. Et c'est une infirmière scolaire qui me l'a dit quand j'étais en 3e. Et je l'ai prise pour une folle. Ouais. Elle m'a dit, tu veux faire quoi plus tard? Ah, d'accord, artiste. Bon, va falloir que tu sois bien attentive à ton cycle alors. Et je m'étais dit, ok, grand-mère feuillage, super. Et mais en fait, merci madame, je sais même plus comment elle s'appelle. Tellement, quel temps gagné si je m'étais dit, c'est normal que tout ce que je fais cette semaine-là soit pourri. Voilà, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est aussi normal que cette semaine-là, tout le monde soit con. Et je trouve que tout le monde me parle mal. Et j'ai envie de pleurer tout le temps. Ce n'est pas la faute du monde, c'est juste comme ça. Ouais. C'est trop important. C'est trop important de le savoir et de le dire. Et tu vois, tu l'as hyper résumé en disant c'est la semaine où tout est nul, quoi. Il y a une semaine où tout est nul et puis voilà. Tout le monde est chiant. Tu la connais. Et t'as une semaine où t'es la reine de la ville. Tu marches au ralenti dans la rue, t'es sublime, tes cheveux au vent. Tout ce que tu dis est drôle. T'es super intelligente et tes dessins cartonnent. Voilà, très bien. Profitons de cette semaine. Ouais, c'est clair. Et je trouve que je trouve ça bien même de l'assimiler à sur 1 an ou 5 ans ou 10 ans quand tu crées des choses. Il faut juste accepter qu'il y ait ces moments cycliques de down et de up et de moments où c'est neutre. Et en fait, ça fait partie du truc. Et quand t'es down, moi, je sais que c'est un truc nouveau pour moi, mais quand je me sens un peu plus bas, tu vois, en termes de morale, maintenant, je me dis, ok, c'est la journée où t'es un peu bas. Effectivement, tout paraît négatif et c'est fine. Tu vas aller prendre un bouquin et au lieu de passer 4 heures à te buter sur ton projet ce matin, tu vas prendre la BD, tu vas faire une partie de PS4 et puis ce sera très bien et tu repartiras après. C'est un apprentissage hyper long. C'est long, et je trouve qu'en plus, les choses qu'on nous dit en général et avec lesquelles on nous élève vont pas du tout dans ce sens-là. C'est presque politique en fait de dire ça parce que ça veut dire accepter qu'on n'est pas des machines à performance. Mais de ouf, on n'est pas fait pour juste et par exemple, 9 to 5 tout le temps. Je sais pas si tu as remarqué, mais pendant le premier confinement, celui qui était vraiment hardcore, il y avait une obligation morale de mettre ce temps à contribution pour faire quelque chose. Alors qu'on était tous tellement vulnérables et tellement... c'était vraiment, s'il y a bien un moment dans nos vies où on avait tous le droit de faire comme on peut, et du moment qu'on arrivait à peu près à aller pas trop mal, c'était déjà super, en fait. Mais il y avait une émulation d'impression de se tirer vers le haut qui était fausse, j'en ai profité pour tous les jours faire un cours de machin et tout. Enfin, quel enfer qu'on s'inflige ça à nous-mêmes et de pas accepter que vraiment, on avait le droit de faire... ce qu'on pouvait, qui nous faisait nous sentir pas trop mal, de parfois rien faire du tout, que c'était ok de pas
tu vois, faire du pain et tout ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'était... Ouais. Mais moi, la première, hein, c'est que je me suis rendu compte que je me sentais encore plus mal et encore plus une merde, juste parce que j'avais commencé des puzzles que je finissais pas. Je me disais, mais même ça, t'étais pas capable? Mais en fait, rétrospectivement, évidemment que j'étais pas capable. Quelle angoisse, quelle vie horrible. En plus, c'était le tout début, on était complètement paumés, tu vois. On fait bien ce qu'on peut. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, on a quand même tous appris un peu à se détendre avec ce truc-là. Ouais. Et on est beaucoup plus à l'aise maintenant, un an après, ou quasiment un an après, à se dire, tu vois, là, je sais pas quand tu vas diffuser ça, et je sais pas à quelle sauce on va être mangé les semaines qui viennent, mais si jamais ça devait arriver à nouveau, qu'on soit enfermé chez nous, je pense qu'on le prendrait beaucoup plus tranquillement. Mais bien et sûr. qu'on serait beaucoup moins dans... Je publie le planning que j'ai prévu pour tous les jours à venir. 1 heure de méditation et machin. Non, en fait, peut-être que ça va être une journée sous ma couette à chialer comme une merde parce que j'ai des angoisses et que j'ai peur de plus jamais sortir d'ici. Ouais. Et puis, en fait, on était tellement habitués aussi, tu vois, au côté un peu dont tu parlais productiviste, de tous les jours on bosse de telle heure à telle heure, tel tac, 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 t'as ton boulot, c'est tant de temps, etc. Et tu sais, être très cadré, qu'il y a un moment où, face à cette situation, on était totalement désemparés et en mode « Ah, mais je suis pas aussi productif ». Et en fait, il faut apprendre à dealer avec. Et on était tous un peu genre « Ok, ben… » Ouais, et puis surtout quand tu accepte, te définis beaucoup quand même par ce que tu produis et par ce que tu fais. Et on était aussi un peu à la découverte de cette personne qui ne travaille pas ou qui travaille plus comme avant. Waouh, j'ai 1 heure en moins dans les transports par jour. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis surtout, qu'est-ce que je vaux du coup en fait? Comment je me définis dans la mesure où je me caractérise tellement par ce que je fais 10 heures par jour que si je m'organise autrement ou on a continué à travailler, hein, tu vois, mais même par rapport à ton vernis social. C'est bête, mais tu vois, te dire, alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire mes apéros, qui est machin, que machin. Quand tu dis, en fait, quand je suis complètement à poil, dépouillée de tout et que ma vie, c'est être en jogging tout seul chez moi, je suis qui, du coup? Qu'est-ce qui me définit? En fait, c'est pas vrai, par exemple, tu vois. Moi, je suis hyper attachée à mes amis, comme je te disais, j'ai besoin de les voir beaucoup, etc. J'ai pensé que ce qui allait me mettre le plus dans une grande détresse pendant ce mois-là, ça allait être de ne pas pouvoir voir mes copains, etc. Et je m'étais dit, tu vas voir que pour moi, ça va y aller, les apéros WhatsApp et tout ça. Ouais. C'est faux. J'ai appelé personne. J'ai parlé à personne pendant tout ce temps-là. Parce que déjà, je ne ressentais pas le besoin. Alors, giga découverte. Genre, quoi? Moi, la créature sociale, je n'ai besoin de parler à personne? Bah ouais, en fait, je sais pas, je me disais, pour parler de quoi, en fait? Pour dire, ça va, t'as vu, c'est chaud, hein? Enfin, en fait, j'avais pas envie. Et puis, quand on s'organisait tant bien que mal, des trucs comme ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue hyper anxieuse socialement parce que je savais pas de quoi parler, que j'avais perdu le truc, que j'étais rouillée, en fait, je me disais, en fait, non, je crois que je suis pas du tout quelqu'un qui a tant besoin que ça. J'ai besoin d'un peu plus d'introversion et c'est OK. Mais en fait, ouais, je suis complètement sauvage et ça me va très bien. Et d'ailleurs, je pense que ça a fait ça à plein de gens. Après, on s'y est remis un peu dans la limite de ce qui était légalement possible et tout ça. On avait hyper hâte d'être de nouveau les gens qu'on était avant. On s'est dit, alors, je peux te dire que le jour où on sort d'ici, méga barbecue, j'invite 50 personnes. C'est la fête. Ouais, en fait, j'ai invité 4 personnes et je sais pas quoi leur dire. Et je suis un peu gauche comme ça à dire, oh là là, les confinements, c'était dur. Hein. Et en fait, on n'arrive pas parce qu'on a perdu l'habitude et que c'est pas grave. Et tu vois, c'est ça que j'appelle se définir par ce qu'on est socialement. C'est que si jamais tu t'es toujours dit, moi, ce qui me caractérise, c'est que je suis la reine de la déconne, toujours une blague, toujours le mot pour être marrante, et que t'as vu personne pendant 2 mois, bah t'es qui? Ouais, tu recherches ton identité à nouveau. Et tu découvres que quand tu te dépouilles de toutes ces couches-là, tu arrives à ce que tu étais vraiment et que c'est pas toujours agréable à voir en fait et que c'est assez terrifiant. C'est des trucs que tu fais quand tu fais de la méditation, pas mal. En tout cas, j'avais fait une formation de prof de yoga, bref, et on a fait ça, on a étudié vachement la philosophie de qu'est-ce que t'es une fois que tu te défais de tes couches sociales. T'as pas tellement envie d'aller regarder. Hein. C'est clair, c'est clair. T'as une dernière question que je voudrais te poser. L'ambiance avec mon non, histoire pas du de tout. couche sociale. Tu rigoles, c'est hyper important ces trucs-là. Est-ce qu'il y a un rêve que tu as envie, un rêve peut-être dont tu parles peu, mais où tu te dis, ok, j'ai envie d'aller de plus en plus vers ça dans les années à venir, en mettre plus dans ma vie. C'est peindre. Peindre, d'accord. Ouais. C'est pas que c'est un rêve, c'est que j'ai l'impression que c'est une force comme la gravité qui m'attire, quoi. C'est que c'est tellement naturel, je penche tellement de plus en plus, sans résister trop. Ouais. Ça passe par ce qui m'intéresse comme art à regarder, à creuser, comme conversation à avoir avec des artistes, que même dans le dessin, ce qui m'intéresse, c'est finalement plutôt les grosses masses de couleurs et le rapport de lumière, et que je me dis, en fait, au bout d'un moment, on va à l'essentiel. C'est génial. Pendant le confinement, justement, dans les moments où on avait nos rêves très mis à nu, tu sais, de rêves fous, je me dis, putain, dès que c'est fini tout ça, je me casse et je vais genre m'acheter une grange et je vais aller peindre dans la forêt. Bon, évidemment, j'avais oublié que je n'ai pas mon permis et que je n'arrive pas à quitter Paris, mais en tout cas,
J'aimais bien ce fantasme-là. Et ça me plairait carrément, quand je serai vieille, et même bien avant, de peindre, en fait. Ça a l'air super, mais c'est très intimidant, je trouve. Je sais pas par où prendre le truc. Ouais. Je rêve, dans les prochaines années, de créer une maison complètement dans la nature que j'appellerais la maison des créateurs, pour accueillir plein de gens qui ont envie de créer des choses. Et je t'inviterai pour peindre. Mais oui, je t'inviterai, on fera une grange et tu la peindras en entier. Très bien. Trop cool. Je te propose qu'on enlève le bandeau. Ah oui. Tu vois, on va être un peu... On va être aveugle. Ça va ? Ouais. Est-ce que tu as remarqué... J'avais oublié quelle tête t'as. Oui. on se redécouvre. Génial. Ouais, mais je trouve que tu as un truc qui se passe avec la voix aussi. Tu vois, on est plus attentif et tout. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on se redécouvre. On arrive à la fin de l'épisode. Ok. Il y a une question que je pose qui est assez simpliste. Et ça me stresse un peu parce que tu as dit tout à l'heure, ouais, tout le monde pose cette question et tout. Mais je la trouve trop importante. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la bande dessinée ? Non, surtout pas. Surtout pas. Non, la question c'est... Si tu t'adresses à un créateur qui est au début de son chemin, qui gratouille, qui fait ses débuts, etc., qui se cherche un peu, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil pour être un peu mieux équipé pour avancer sur cette route ? T'as parfois des réponses pas gnangnan à ça ? Ouais, en fait, C'est vrai ? ça peut être gnangnan. Enfin, moi, Ok. je suis très fine avec le gnangnan. Très très gnangnan, moi. On peut être gnangnan et on peut être fier d'être gnangnan même. Enfin, moi, Je dirais à cette personne qu'il y a un bon calcul à faire, c'est de vraiment se demander, plutôt que de se demander dans quoi... Je vais partir du principe que c'est une fille. Voilà. Très bien. Plutôt que de se demander dans quoi elle est bonne, Ouais. se demander ce qu'elle aime faire et ce qu'elle arrive à faire 10 heures par jour. Parce que c'est ça, en fait, travailler. Donc, si jamais... Ça dépend. Si tu veux être... si tu as besoin d'une part de création dans ce que tu fais, pas du tout dans une démarche professionnelle, bravo. Et vraiment continue parce que ça sauve la vie, quoi, en fait. Hein. Vraiment, c'est merveilleux de ménager. Et Dieu sait que ça prend du temps et de l'argent et de l'énergie de réserver de la place pour des choses qui ne sont pas ton travail quand tu deviens adulte. Parce qu'en fait, on bosse et après, le soir, on n'a pas envie de faire des trucs, on a envie de regarder une série et dormir. Donc, c'est super de réussir à continuer à garder un espace pour faire des choses qui te plaisent. Mais si jamais c'est dans une logique professionnelle, que tu te dis, en fait, j'adore à fabriquer des objets, j'aimerais bien en vivre, de fabriquer des objets, et ben, ne te dis pas, ouais, mais quels objets pourraient intéresser les gens ? Comment je pourrais faire un truc où je serais bonne ? Mais dis-toi, quel objet je serais capable de faire pendant 10 heures par jour et en avoir jamais marre ? Parce que c'est ça la seule question à te poser. C'est ouf. Tellement vrai. Moi, Parce que sinon, ça va te faire vite chier. Et alors, avoir une activité artistique qui t'emmerde, je pense qu'on peut difficilement le faire plus contre-productif, quoi. Quand le temps passe à l'accélérer, que c'est génial, etc. Alors effectivement, c'est facile à dire. On veut aussi que ça marche parce que dans l'idéal, on aimerait bien payer son loyer avec autre chose que des likes. On est tous d'accord. Mais en vrai, ça va pas marcher sinon. C'est que ça va s'arrêter très vite. Tu vas détester ce que tu vas fais. t'arrêter, ouais. Tu vas dire, de toute façon, ça m'épuise. Donc voilà. Et puis, tu vas te retrouver... tu vas te dire, je me suis fait arnaquer, en fait. C'est que finalement, c'est exactement comme un boulot comme les autres. J'ai des horaires et ça me fait chier. Sauf qu'en plus, je suis freelance, donc c'est une galère. Quitte à t'infliger la vie d'angoisse de l'artiste, il faut que ce soit pour faire un truc que t'aimes, parce que sinon, c'est vraiment la double peine. Hein. C'est pas gnangnan, ça. Hein. Ok. Tu trouves ça gnangnan ? Bah, dire écoute ton cœur, fais ce que t'aimes, c'est quand même. Non, mais là, c'est autre chose. C'est, en gros, est-ce que t'es prêt à. Pense à ce que t'as envie de faire 10 heures par jour pendant 10 ans, quoi. Ouais, voire plus. Ouais. Cool. J'ai une petite surprise pour toi. Alors, c'était un gros défi, parce que à chaque fois que je cherche un cadeau, j'essaie vraiment de me mettre dans la tête de mes invités. Et choisir une BD pour Pénélope Bagieux, c'est hyper dur. Donc, j'ai un cadeau de recharge au cas où tu l'as déjà lu. Ok. Donc, peut-être que tu l'as déjà lu. Bah, tu sais, j'ai pas acheté de BD depuis C'est une vieille BD. quelque temps. C'est une vieille BD. C'est pour moi un énorme classique, mais personne n'en parle. C'est un canal BD que t'as déchiré pour le faire. Ouais. Et c'est possible que tu l'aies déjà lu. Non. Oh, yes. Je sais que tu es une grande fan de Dune. Ouais. Et Dune, pour moi, c'est un bouquin qui est incroyable. Ça fait partie des grosses références avec Fondation d'Asimov, avec quelques cadiques et tout de la science-fiction. Et pour moi, dans la BD, il y a quelques grosses références qui ont un peu la même force que Dune. Okay. Et le Schninkel, pour moi, ça en fait partie. Wow. C'est pas le grand pouvoir du Schninkel. Alors, le dessin est un peu atypique. Je sais pas si tu vas aimer. C'est quand même, non ? Quoi ? Scénar, pardon. Ouais. Et en fait... Rosinski, je connais pas. Et tu vois, c'est une histoire fabuleuse. Je pile sur une scène de cul dès que j'ouvre.
Il y en a aussi. Il en faut une. Il y en a aussi, non, mais c'est vraiment un Bah, très très bon. deuxième. Je pense que tu vas beaucoup aimer. C'est assez vieux, hein. Je sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'est pas une BD récente, mais ça fait partie avec, tu vois, La Quête de l'Oiseau du Temps ou des BD comme ça qui sont quand même des gros trucs. Et tu vois, j'en ai parlé à mon libraire, on dit libraire pour la BD, Libraire. ouais, libraire. Et je lui ai dit, mais je vois Pénélope la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais lui offrir ça et qu'elle l'aura pas lu. Et il m'a dit non, mais t'es fou quoi. Elle l'a forcément lu. Et après, il a commencé à me conseiller des BD Balt. Il me dit offre-lui ça plutôt, c'est sûr qu'elle l'aura pas lu et tout. Et Je cherche l'année de publication d'origine. C'est pas écrit dans les mentions légales. Il parle que des rééditions. mais franchement, je pense que ça a bien 20-30 ans. Ok, ouais, ça a l'air. Ouais, Merci tu le vois dans beaucoup. les dessins. Génial, et je vais te dire, dès que je l'ai lu, ce que j'en ai pensé. Ah, il y a des petites interviews à la fin, une belle édition de prestige. Cool. Mais écoute, tu me diras ce que t'en auras pensé. Je serais curieux d'avoir ton retour aussi dessus. Ok, merci beaucoup. Un plaisir. Tu m'offres pas le backup, ça, tu te dis. Tu le veux? Allez, je te l'offre aussi. On va voir si j'ai ciblé juste et peut-être que tu l'as même lu aussi. Ce n'est pas du chocolat? Non. Scotch. Ok, donc tu fais bien. C'est pas toi qui as fait les paquets? Non, pas celui-là. L'autre aussi. Celui-là, c'était ma libraire. C'est un... Sainte-Sévine. Ouais, tu sais où c'est? Moi, j'habite à côté de Troyes. Ok. Et donc, je suis à Paris de temps en temps pour des interviews. Sainte-Savine. C'est vrai? Bah non plus. Yes. Bon, bah, excellent. Disons. Tu lis un peu ou pas? Oui. Ouais. C'est une pépite. Tu vas adorer. Ça s'appelle En attendant Beaujangle. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière à sa Oui, sortie. je vois ça. Grand Prix RTL, Grand Prix Et Stélé. honnêtement, c'est super. C'est un. Je veux pas te spoiler le truc. non, me dis C'est rien, assez me dis court, mais pareil, c'est une merveille. Je le dis aussi pour les auditeurs parce que si tu cherches un roman qui change un petit peu et qui te marque et qui te fait réfléchir aussi, je pense que ça va beaucoup te plaire. Ok, mais merci beaucoup. Bah, avec Trop plaisir. Cool. Avec plaisir. Très hâte d'avoir tes retours dessus. Et surtout, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Et je voulais juste te dire Namasté. namasté. Non, je voulais juste te dire un grand merci. C'est trop cool d'avoir accepté l'invitation Bah et non, merci, c'est merci de cool. te prêter au Quel- jeu quel des beau réponses cadre, en avec, plus. Et merci pour les livres surtout, c'est vraiment cool. avec grand plaisir. Merci Pénélope. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Pénélope. J'espère qu'il vous a plu. Petit message pour changer un petit peu parce que c'est la dernière conclusion de cette saison 3. J'aimerais vous dire que je suis très content de la façon dont ce projet évolue, dont Inspiration Créative grandit grâce à vous et grâce à vos soutiens. Alors merci du fond du cœur pour ça. Je prépare en ce moment en coulisses la saison 4 et je suis super curieux de la co-créer avec vous. Alors si vous avez des recommandations, des gens que vous aimeriez écouter, des gens que vous avez envie que j'interviewe, des questions que vous aimeriez entendre, quoi que ce soit, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit mail à Kilian, KILIAN.talent, TALIN, @gmail.com et dites-moi tout ce que vous voulez. Les invités, les idées, les questions, tout ce que vous avez envie, ça m'intéresse vraiment et j'ai très hâte de vous retrouver pour cette 4e saison. Si tout ça vous a plu et que vous avez envie de me remercier, parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'encourage le plus et puis laissez-moi un petit abonnement ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est vraiment ça qui pousse le podcast et le projet à grandir. Merci encore, c'est vraiment un bonheur de vous avoir à mes côtés et puis j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite de l'aventure. Ciao les amis et à très bientôt, pas lundi prochain.